Mais au fait, j'ai encore le droit d'être là, moi? Merde, le fuel. Salut le fuel. Aujourd'hui, je suis à l'héliport de Paris pour vous parler d'un nouveau sujet de réglementation pour les pilotes privés. L'accès aux ZSAR, les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Leur accès a été récemment modifié et ne sera plus aussi facile que par le passé. Pour ça, j'ai demandé à mon ami Grégoire de bien vouloir m'expliquer ces changements. Il n'est pas tout à fait au courant. Salut Corentin. Incroyable, tu passais par là. Yes. Tu tournes? Ouais, je tourne. Salut Dis le bonjour. fuel. Bah écoute, salut à tous. Alors aujourd'hui, avec Corentin, on va aller à la soirée du Bourget. Voilà, donc on va prendre l'hélicoptère et on va passer par le transit parisien jusqu'au Bourget pour le salon. Alors, ça c'était hier, d'ailleurs, c'était super sympa. Et donc, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Alors écoute, justement, en revenant du Bourget, c'était super sympa. J'étais tranquille sur le tarmac, là, avec mon petit poum-poum short, en train de tirer mon hélicoptère avec mon petit trolley. T'as sorti le Poum Poum Short. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis posé une question. Je me suis demandé si j'avais le droit d'être là. Tu vois, le truc existentiel. Et je ne me suis pas posé cette question-là par hasard. C'est parce que récemment, j'ai lu un papier sur les ZSAR, les PC ZSAR et la carte SIM. Alors vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir avec les téléphones portables. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ça, Grégoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que les ZSAR, c'est que l'une des petites facettes d'un sujet bien plus large qui est celui de la sûreté de l'aviation civile. Et tu peux nous en dire plus sur ce qu'est la sûreté? Alors, la sûreté, c'est finalement l'ensemble des moyens matériels et humains qu'on va mettre en œuvre pour éviter les actes malveillants. Ça vient compléter un autre terme qui s'appelle la sécurité. C'est une autre doctrine qui, elle, vise à éviter les accidents mécaniques. La sécurité, c'est par exemple concevoir comme il faut un rotor pour pas qu'il se détache en vol. C'est concevoir comme il faut des règles de maintenance pour éviter que les hélicos ne se disloquent en vol. Et donc, il faut bien faire la différence entre sécurité et sûreté. Voilà. Et donc, si tu as donné des exemples d'actions de sécurité, pour la sûreté, eh ben, il y a quelque chose qu'on connaît tous en tant que passager, tout simplement, lorsqu'on prend la ligne, c'est le poste d'inspection filtrage. Tu vois, c'est lorsque tu pars prendre ton avion pour tes vacances, tu passes sous un portique, on va vérifier que tu ne portes pas d'armes, tu mets tes bagages dans un tunnel à rayon X, on va vérifier qu'il n'y a pas de produits suspects, de bombes, d'armes, etc. etc. Voilà pour un premier aspect de sûreté, mais c'est très large, hein. Tu as aussi toutes les précautions qu'on va prendre lorsqu'on va recruter du personnel aéroportuaire, tu vois, vérifier les antécédents, savoir à qui on a affaire. Tu as aussi les actions d'inspection des marchandises, du fret, et tu as le sujet finalement d'aujourd'hui qui est la sécurisation des différentes zones des aéroports. D'accord. En fait, c'est tout ce qui permet d'éviter un détournement, un attentat ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les fameuses zones, justement? Alors, les aéroports, schématiquement, sont divisés entre un côté ville, qui est libre d'accès. Tu peux y aller le dimanche pour faire tes courses, il n'y a aucune difficulté. Et un côté piste. Alors là, par exemple, on est côté piste. À Issy-les-Moulineaux, vous voyez qu'il y a des hélicoptères derrière nous, ils sont un peu flous, et c'est intentionnel, mais on est côté piste. Exactement. Voilà. Et donc, ce côté piste est réservé, c'est ça? Oui, on l'appelle aussi zone réservée parfois. Le côté piste ne peuvent en principe pénétrer sur le côté piste d'un aéroport que les gens qui ont une raison légitime de se trouver à cet endroit-là. D'accord. Donc on a bien typiquement nous. Exactement. Alors évidemment, on va avoir les personnels navigants, on va avoir les passagers pour les besoins de leur vol, mais également tous les gens qui vont s'occuper de la gestion des bagages, les bagagistes, les gens qui font le plein de carburant, exactement, l'avitaillement, voilà, tous les gens dont le métier fait qu'ils ont besoin de se trouver côté piste. Au sein de ce côté piste, on peut avoir des zones encore plus réglementées, les fameuses ZSAR, zones de sûreté à accès réglementé. Et sur certains
très gros terrains, tu as même ce qu'on appelle des PCZ-SAR. Et le PC, ça veut dire partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé. D'accord, donc c'est le truc critique du truc critique. C'est exactement ça. D'accord, je vois. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner la différence entre les ZSAR et les PCZ-SAR pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi par exemple? Avant de te parler des différences, déjà, je dois te dire que dans les deux types de zones, tu vas avoir un contrôle systématique de l'accès. D'accord. On va vérifier qui tu es, on va vérifier ton badge, du coup, question de la carte SIM qui va venir un petit peu plus tard. Ouais. Par contre, en PCZ-SAR, Ouais. tu vas devoir passer de façon systématique à l'inspection filtrage. Donc en principe, pour une PCZ-SAR, tu passes sous le portique. Et ces mesures ZSAR, PCZ-SAR, ça concerne beaucoup de terrain en France? Bah écoute, pas mal de terrains quand même, hein. On a une trentaine de terrains français avec des ZSAR ou PCZ-SAR permanentes et D'accord. une trentaine d'autres terrains où les zones ZSAR ou PCZ-SAR peuvent être activées à la demande. Tu vois, par exemple, lorsque tu as une activité commerciale ponctuelle, un vol charter qui est organisé sur la plateforme, eh bien, il va y avoir la mise en place de cette ZSAR. On vous mettra la liste de tous les terrains concernés dans la description de la vidéo. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont modifié la réglementation sur les ZSAR? C'était quoi le problème avec la façon dont on gérait ça actuellement? Moi-même, j'ai essayé de comprendre quelle était la problématique. Le problème, en fait, c'est que ces zones sont fixées par un règlement européen. Et ce règlement avait été mal transposé dans la réglementation française. Oui. Ah, Exactement. En fait, jusqu'à présent, la réglementation française permettait aux pilotes d'accéder aux ZSAR sur simple présentation de leur licence de navigant. Lilu Dallas Multipass. oui, c'est ce qu'on a toujours fait. Typiquement, sur des terrains, on laissait son hélicoptère par exemple, on sortait et pour re-rentrer, il y avait un agent de sécurité. No, my coat's in there. My wallet's in there. Oh my fucking god! Et Pour qui présenter disait, sa bah, licence. Prouvez que vous êtes pilote, etc. Exactement, présenter sa licence, sa carte d'identité, Voilà. et ça suffisait, Ça et suffisait. tout se passait bien de cette façon-là. D'accord. Et ça, donc ça ne marche pas parce que administrativement, ça ne fonctionne pas. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est transposer de façon plus rigoureuse le règlement européen qui, lui, nous dit que l'accès en ZSAR ou PCZ-SAR ne peut se faire qu'avec un document, enfin une liste de documents spécifiques, dont pour les pilotes une carte d'identification de membres d'équipage. D'accord. Et si tu veux, ça posait pas de difficulté pour les pilotes professionnels parce que cette carte d'identification, elle existe. Mhm. Les pilotes de ligne, ils ont des crew member certificates, des petites cartes voilà, plastifiées. Ouais. Donc ils sont parfaitement dans les clous. Mhm. Mais là où il y a eu une difficulté, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de prévu pour les pilotes privés. Mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a vraiment eu un problème de sûreté avec un pilote privé dans une zone ZSAR ou PCZ-SAR? We are going to be on that flight. I warn you, we are going to be on that flight. Pas à ma connaissance, a priori, le changement de réglementation fait simplement suite à un audit européen de la DGAC. À cette occasion-là, ils se sont rendus compte que la réglementation française n'était pas dans les clous. Tu fous, bordel? Il dit non, parce que là, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, mais attends, on va faire ça, mais moi, je suis pas au courant, là, je suis fatigué. Et du coup, branle-bas de combat, modification réglementaire et introduction de cette fameuse carte SIM. Encore une fois, carte d'identification de membres d'équipage. Mais est-ce qu'elle va être obligatoire du coup pour tous les pilotes privés, cette carte SIM? Alors non, les pilotes pourront tout à fait continuer à aller ou venir d'un terrain avec ZSAR ou PCZ-SAR, mais en fait à la différence de ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que maintenant ils vont devoir être accompagnés. Ah, je vois venir le truc. Du coup, tu vas devoir être accompagné, donc les vautours du handling vont arriver et ils vont te facturer ça 100 balles. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Axel de la super chaîne LC41, qui parle beaucoup d'IFR, a parlé sur un forum ou sur Facebook d'un moment où il a dû payer près de 100 € sur un aéroport étranger pour être accompagné à son avion parce que justement, il était en zone ZSAR ou PCZ-SAR. Mais du coup, comment on va faire pour l'avoir cette carte SIM? Tu vas voir, c'est super facile. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas le faire. Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Première chose à savoir, tu dois pouvoir justifier d'une licence de pilote en état de validité. Ça,
c'est pas choquant. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Ensuite, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir la demander directement à l'administration, cette carte. Tu vas D'accord. devoir passer par des entités spécifiquement listées. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan au 6e étage et refermez la porte. Quelle insolence! Ah, continuons, mademoiselle. Qui, elles, vont faire l'interface et vont pouvoir te la délivrer. Est-ce qu'on connaît déjà la liste de ces entités-là? Déjeuner. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35. Et il y a une première liste qui a été dressée au mois de mars. Et donc pour l'instant, on en a 4. L'AOPA, l'ENAC, la FFA et le JPAC. D'accord, donc en gros, la FFA va s'occuper des pilotes d'avion, l'ENAC de ses élèves et instructeurs, et le JPAG des pros qui ne travaillent pas en compagnie. Du coup, moi qui suis simple pilote d'hélicoptère privé, comment je fais? Eh ben, pas le choix. Tu vas devoir adhérer à l'AOPA. Et tu auras une jolie carte comme ça. Ah, cool. L'AOPA, c'est l'association des propriétaires d'aéronefs. Et sur ce coup-là, ils ont été très bons parce qu'ils ont été très rapides et ils ont proposé des solutions. On va le voir un petit peu plus loin. Malheureusement, toutes les associations ne se sont pas bougées comme eux. Alors attends, parce que ça, c'est que la première étape. Hein. Ah d'accord, tu m'étonnes. Alors, comme je te l'ai dit, donc ta licence de pilote doit être valable, évidemment. Ouais. Mais nouveauté, tu vas devoir maintenant, en plus, suivre une formation à la sûreté aérienne. Remarque, c'est assez logique et ça peut être intéressant. Ça porte sur quoi, du coup, cette formation? Alors, tu vas voir, c'est très complet. Ouais. On va te parler de l'historique des actes terroristes dans l'aviation. No, I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right Oh, now? there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building. On va te parler évidemment de réglementation applicable. On va t'expliquer comment est organisée la sûreté aérienne. Tu vas avoir des sujets qui sont un petit peu plus pratiques sur le fonctionnement, par exemple, des postes d'inspection filtrage dont je te parlais tout à l'heure. Pif. Exactement. Donc tu passeras plus jamais le pif comme avant. C'est ça. Tu vas également apprendre à reconnaître les différents titres de circulation aéroportuaire. Tu sais, les badges rouges qu'on rencontre souvent dans les terrains. Ouais. Et puis, on va aussi t'inculquer une forme de culture de la sûreté en t'expliquant la façon dont tu dois réagir si tu constates un incident de sûreté. Le fameux If you see something, say something. Exactement. Des Américains. Quand même, ça a l'air d'un programme assez chargé. Et question subsidiaire, est-ce que ça permet d'avoir une équivalence pour devenir agent de sûreté aéroportuaire? Tu veux te reconvertir? Je sais pas, moi. Alors, cela dit, c'est un bon début, hein, parce que cette formation qu'on va devoir passer, les agents de sûreté aéroportuaire doivent également la passer. D'accord. Évidemment avec beaucoup d'autres, mais entre autres. C'est un peu le tronc commun, quoi. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où suivre cette formation? Alors, tout d'abord, rassure-toi, tu ne vas pas être obligé de la suivre en présentiel pendant une demi-journée. D'accord. Il existe pas mal d'entreprises qui te la proposent en e-learning. Ok. Voilà, je pense qu'on vous mettra une liste dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire votre choix. Super. Donc, tu fais ce e-learning, ça c'est censé durer 3 heures au minimum, mais si tu le fais de façon sérieuse, en lisant bien tous les documents joints, etc., tu peux en avoir facilement pour 4 heures, 4 heures et demie. D'accord. Et à la fin de ton e-learning, tu vas devoir passer un petit test. Alors, c'est pas très très compliqué, hein, mais cela dit, tu as droit qu'à 2 essais. Et si jamais tu rates, sinon tu repayes, tu refais tout. C'est ça, tu repayes, tu refais tout. Voilà. C'est très aéronautique ça. Et donc une fois que tu auras réussi avec succès ton QCM, tu auras droit à une attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire. Pour le prix, on te joue la Marseillaise quand on te la donne ou... C'est ça, alors ça fera partie des pièces que tu devras joindre à ton dossier pour avoir ta carte SIM. D'accord, donc une fois que j'ai adhéré à l'AOPA ou à l'une des autres entités listées, que j'ai bien vérifié la validité de ma licence et que j'ai mon attestation de formation, je leur envoie le dossier et c'est bon. Presque. Comment ça? Presque. Rappelle-toi le sujet de la vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on parle de sûreté aérienne. Ouais. Donc finalement, le gros du boulot dans le processus de délivrance d'une carte SIM, c'est la vérification des antécédents du demandeur. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est de s'assurer, en vérifiant son casier judiciaire, en vérifiant les fichiers de police et de gendarmerie, s'assurer que sa moralité et son comportement
présente toutes les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique et de la sécurité des personnes et de l'ordre public. À ce sujet, ne manquez surtout pas mon excellente vidéo dans laquelle je survole une prison. Je vous mets le lien juste ici. Tu veux pas l'avoir ta carte SIM. Bon, bref. Voilà, tu vas faire l'objet d'une enquête administrative, mais cette enquête administrative finalement sera du même ordre que celle que tu as déjà subie lorsque tu as fait ta demande d'habilitation à utiliser les hélisurfaces par exemple. Bon, je crois pouvoir dire que ça s'est bien passé, puis ça a duré beaucoup plus longtemps qu'il n'était prévu. Ouais, j'ai jamais compris comment je l'avais vu, mais bon. Je m'étais arrangé pour boire aussi. Bon, bah, ceinture et bretelles, comme d'habitude. Rassure-moi, après ça, c'est terminé? Ouais, c'est terminé. Par contre, tu vas devoir tout recommencer dans 3 ans. Donc, je vais faire tout ça pour avoir le droit de faire 10 mètres pour aller rejoindre ma machine. Ah bah, pas ici les Moulineaux, il n'y a pas de ZSAR là. Pourquoi ça fait chier alors? Tu m'as demandé de te faire une vidéo sur les ZSAR, je te fais une vidéo sur les ZSAR, moi. Pour être complet, je vais te poser une dernière question. Ça coûte combien cette histoire? Alors, l'adhésion à la OPA, c'est 80 €. Ouais. Et puis pour les pilotes d'avion qui nous écoutent, voilà, l'adhésion à la FFA, finalement, c'est un petit peu équivalent et c'est à renouveler tous les ans. En fait, quelle que soit votre association d'affiliation, vous devez rester membre de celle-ci pendant toute la durée de la carte SIM, sinon celle-ci vous sera retirée. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un peu... bon. Ensuite? Alors, ensuite, tu vas avoir les frais de dossier. D'accord. Lorsque tu vas faire ta première demande de carte SIM, à la OPA, c'est 80 € et ça correspond finalement à tout le travail de collecte de données, de transmission à l'administration, d'émission de la carte, d'envoi de la carte en recommandé, etc., etc. Ok. Il y a évidemment la question du e-learning. Alors ce ne sera pas le plus cher, hein. Franchement, celui que j'ai fait m'avait coûté une trentaine d'euros. D'accord. Et donc, si tu lisses tout ça sur les 3 ans, ouais, ça te fait un budget d'environ, on va dire, 115-120 € par an sur la période. 115 € par an, ça vaut le coup de réfléchir. Si jamais vous n'êtes pas un grand voyageur, que vous allez faire un grand voyage une fois par an dans l'été, à la limite, ça peut valoir le coup de se renseigner sur le prix du handling et de payer ce qu'on vous demande. Ça vous évitera bien des complexités. Maintenant, si vous êtes, comme on l'est, des grands voyageurs et que vous vous déplacez souvent en Europe, vous aurez très certainement besoin de cette carte, particulièrement dans des pays comme la Belgique où il y a très peu de petits aéroports et où on se trouve souvent obligé de payer du handling. Ça te rappelle pas quelque chose? Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, au-delà du prix du handling, il faut aussi savoir que lorsqu'on va demander une assistance pour être accompagné dans certains terrains, ça va supposer un PPR. Donc on ne pourra pas se poser à n'importe quel moment. Voilà, on va devoir anticiper notre visite, alors qu'avec la carte SIM, finalement, on peut librement aller et venir. Merci Grégoire pour toutes ces explications qui auront certainement achevé nos abonnés souffrant de phobie administrative. Mais qu'ils se rassurent, finalement, vous l'avez compris, cette nouvelle carte n'a d'intérêt que si vous êtes un très grand voyageur ou que si vous résidez sur un terrain ayant une ZSAR ou une PCZSAR permanente. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce nouveau format intitulé Low Fuel avec un A et consacré à un point de réglementation en particulier vous a intéressé. Très intelligent et c'était très intéressant. Et si c'est le cas, on essaiera de vous en faire d'autres. D'ailleurs, ce format n'est pas si nouveau. On avait par exemple fait une vidéo sur la manière d'avoir une autorisation pour se poser dans son propre jardin. Je vous mets le lien juste ici. Voilà, c'était Low Fuel depuis ici les Moulineaux. À la prochaine.